Sommaire du cours de traitement analogique du signal, TAS. Il comporte 6 séances de cours et 6 séances de travaux dirigés et se divise en 4 parties. La première partie, relative à la représentation temporelle et spectrale des signaux analogiques, constitue le cours numéro 1 qui couvre 3 chapitres. Chapitre 1. Introduction au traitement analogique du signal. Chapitre 2. Modélisation temporelle et énergétique des signaux à temps continu. Chapitre 3. Représentation spectrale des signaux à temps continu. La deuxième partie, relative à la transmission par les systèmes linéaires des signaux à temps continu et à la fonction de transfert, FT, des filtres analogiques, comprend cours numéro 2, chapitre 4, Introduction aux systèmes linéaires invariants à temps continu, SLIC. Chapitre 5. Éléments de base pour l'analyse des SLIC par la fonction de transfert. Cours 3, chapitre 6. Analyse des filtres analogiques d'ordre 1, 2 et n. La troisième partie constitue une introduction à la synthèse des filtres analogiques et à l'étude des filtres de Butterworth. Elle inclut chapitre 7, cours 4, gabarit et approximation de la fonction de transfert d'un filtre analogique. Chapitre 8, c'est le cours 5, synthèse des filtres de Butterworth. Enfin, la quatrième partie, relative à la synthèse des filtres de Chebyshev 1 et 2 et de Coher ou elliptique, constitue le cours numéro 6 qui couvre chapitre 9, la synthèse des filtres de Chebyshev de type 1 et 2, chapitre 10, la synthèse des filtres de Coher ou elliptique. Module de cours numéro 1. Objectif. Il s'agit, dans ce module de cours numéro 1, qui correspond au chapitre 1 à 3, d'une part, de présenter, d'introduire le traitement de signal, c'est l'objet du chapitre 1, d'autre part, de présenter sommairement la modélisation temporelle et énergétique des signaux à temps continu, c'est l'objet du chapitre 2. Et enfin, au chapitre 3, de revenir sur la représentation spectrale des signaux analogiques qui a été traitée en cours de mathématiques. Dans le chapitre 2, on présentera les modèles de base de signaux à temps continu et les signaux test. On présentera également les principales caractéristiques des signaux à temps continu, à savoir la notion de durée et de stationnarité, la notion d'énergie et de puissance, et le rapport signal sur bruit. Ça, c'est pour le chapitre 2. Pour le chapitre 3, d'une part, donc je rappelle que le chapitre 3, c'est la représentation spectrale des signaux analogiques, on verra d'une part pour les signaux périodiques, les principaux résultats sur leur développement en série de Fourier, et d'autre part pour les signaux non périodiques, la définition et les principales propriétés de la transformée de Fourier.
Paragraphe 1.1, signal et traitement du signal. Et d'abord la notion de signal. Un signal, d'abord, ça représente très souvent les variations dans le temps d'une grandeur physique qui est souvent électrique. Voyons deux exemples à la diapo suivante. Cette diapo représente, premier exemple, un signal de parole, c'est-à-dire en ordonnée, ici, l'amplitude en volts correspondant au signal en fonction du temps en secondes. On a une idée de l'échelle des temps par l'indication de 10 millisecondes de là jusqu'à là. Deuxième exemple, c'est le bruit magnétique tel qu'enregistré par le sonar d'un sous-marin. Le signal, on le voit, varie nettement plus lentement que le signal précédent, ce qui est confirmé ici par l'indication d'une échelle de temps qui, de là à là, représente non plus 10 millisecondes comme tout à l'heure, mais 10 secondes. Revenons maintenant aux autres caractéristiques d'un signal avec la diapo précédente. Deuxième caractéristique, un signal supporte de l'information. Cette information est de nature analogique. Très souvent, dans la nature, on est analogique. Il peut être aussi de nature numérique et il l'est souvent par conversion analogique numérique. Et la troisième caractéristique, c'est qu'un signal subit des transformations lors de son passage dans un système qui sera lui-même représenté par une boîte noire. Parce qu'on ne se préoccupe pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, la notion de traitement du signal. C'est une métadiscipline qui réunit des théories et des méthodes assez indépendantes de l'origine du signal et des moyens technologiques utilisés pour le traiter. Le traitement de signal a un large champ d'application qui couvre des domaines aussi variés que les télécoms, l'audiovisuel, l'imagerie, le radar, les process industriels, le biomédical, la géophysique, l'acoustique, l'aéronautique, l'automobile, etc. Continuons avec la diapo 1.3, signaux et systèmes. Signaux et systèmes sont deux notions indissociables, car on étudie les signaux dans leur relation avec les systèmes qui les transforment, les traitent ou les transmettent. Qu'entend-on par système? C'est un ensemble d'éléments organisés en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs tâches. Les grandeurs agissant sur la tâche sont les signaux d'entrée, les grandeurs caractérisant la tâche sont les signaux de sortie. Le point de vue adopté dans l'approche dite système est de ne s'intéresser qu'aux relations entrée-sortie ou cause-effet, indépendamment de leur nature, leur complexité, la technologie des composants. Continuons avec les signaux et systèmes, diapo 2/2. Et voyons le traitement des signaux de l'observation du phénomène physique à la décision qui se trouve à la fin de la chaîne. Et explicitons les 4 fonctions de base entre le phénomène physique et la décision. Les 4 fonctions de base, dans un schéma qui se veut le plus général possible, sont d'abord la fonction acquisition. Il s'agit de transformer la grandeur physique en grandeur électrique, analogique ou numérique. Ensuite, la transmission. Il s'agit de permettre ou de faciliter le transport du signal sans perte sensible de l'information utile sur le support adapté à sa transmission. Un câble, une fibre optique, l'espace radioélectrique, tout type de support est envisageable. La mise en forme ensuite. Il s'agit d'extraire et de présenter l'information utile contenue dans le signal pour l'interpréter
c'est-à-dire pour l'exploiter le plus aisément possible. Et enfin, tout au bout, il y aura une interprétation qui permettra de délivrer la décision finale. La décision finale, ça peut être, par exemple, si c'est un radar, détecter la cible, détecter le plot. S'il s'agit de mesurer une chaîne de mesure, une grandeur physique, d'estimer la valeur de cette grandeur, par exemple. Classification diapo 1, 4, classification des signaux. Diapo 1 sur 2. Si l'on fait abstraction du contenu des signaux, deux classifications sont possibles. La classification en déterministe aléatoire et la classification en continu discret. La classification en déterministe aléatoire est bien d'abord déterministe. Un signal est déterministe si son évolution en fonction du temps est prédictible par un modèle mathématique. C'est-à-dire qu'on peut écrire l'équation du signal sous forme d'une fonction du temps. X de t égale, alors par exemple, x de t égale a cosinus oméga t, oméga 0t. C'est un signal sinusoïdal, qui est d'ailleurs un signal test habituel. On peut imaginer d'autres signaux typiques, et on en verra plus loin de nombreux exemples. Un signal aléatoire, ça correspond au cas général des signaux d'origine physique ou porteurs d'informations. Ces signaux sont modélisés par des paramètres ou des fonctions obéissant à des lois statistiques. Et on les caractérisera par des caractéristiques comme la valeur moyenne ou la densité de probabilité, la loi de probabilité de ce signal. Dans le cadre de ce cours, les signaux seront déterministes. Alors ça peut paraître une hypothèse simpliste, mais en réalité, on pourrait, si on avançait un peu dans l'étude des signaux aléatoires, vérifier qu'on arrive à des caractéristiques tout à fait semblables pour des signaux aléatoires ou pour des signaux déterministes, et que l'étude des signaux déterministes n'est pas fondamentalement, de ce point de vue-là, restrictive. La classification en continu discret, elle, peut concerner soit le temps, donc la variable qu'on porte généralement en abscisse, quand on représente un signal, soit l'amplitude, qu'on représente généralement en ordonnée. Alors voyons ça sur la diapo suivante, qui va permettre de préciser le classement selon le caractère continu ou discret, soit du support, donc du temps pour un signal, soit de l'espace de ses valeurs, c'est-à-dire de l'amplitude du signal. Il y a 4 combinaisons possibles, puisque chacune de ces deux grandeurs peut être soit discrète, soit continue. Ces 4 combinaisons temps-amplitude, on va les représenter dans un tableau où il y aura donc en horizontal le temps, qui peut être discret ou continu, et en vertical les amplitudes qui peuvent être discrètes ou continues. Donc 4 cases, et on commencera par la case qui correspond au cours de cette année, c'est-à-dire temps continu, amplitude continue. C'est le domaine des signaux analogiques. C'est le cours de traitement analogique du signal de cette année. Alors anticipons un petit peu sur l'année prochaine et passons dans les cases adjacentes. Et d'abord, convertissons le signal à temps continu en un signal à temps discret. L'opération en question, qui fait passer du temps continu au temps discret, s'appelle l'échantillonnage. Elle consiste à ne regarder le signal qu'à certains instants particuliers, et on l'étudiera l'année prochaine. Cette opération d'échantillonnage est très souvent suivie d'une autre opération qui consiste à passer en plus de l'amplitude continue à l'amplitude discrète, c'est-à-dire d'une opération qui s'appelle la quantification.
Et quand on fait successivement échantillonnage puis quantification, on arrive, in fine, à un signal numérique. Donc on a fait, par ces deux opérations enchaînées l'une à la suite de l'autre, on a fait une conversion analogique numérique. On étudiera ça dans la première partie du cours de traitement numérique du signal l'année prochaine. Bon, puisqu'on a, pour boucler la boucle, il faudrait passer maintenant de la case discret-discret, revenir ici à la case discret en amplitude mais continu en temps, ça reviendrait à représenter le signal numérique par son enveloppe sous forme d'une tension électrique, ici. Et c'est ce qu'on appelle la représentation électrique d'un signal numérique. On dit aussi qu'on a un signal quantifié. Il est d'ailleurs doublement quantifié. Il est quantifié en temps, il est aussi quantifié en amplitude. En résumé, dans le cours de TASS, les signaux seront à temps et amplitude continus. Alors que dans le cours de TNS, les signaux seront à temps discret et nous expliciterons les opérations d'échantillonnage et de quantification dans ce cours, opérations qui sont la base de la conversion analogique numérique. Ceci termine ce chapitre d'introduction. Paragraphe 2.1, introduction au chapitre 2. Nous limiterons dans ce chapitre au point suivant. D'abord, modèle de base de signaux à temps continu. Et en premier lieu, la notion de signal test. L'étude et la caractérisation du comportement des systèmes peut s'effectuer de manière simple si on les soumet de façon théorique à des signaux tests qui présentent des propriétés mathématiques intéressantes. Les principaux signaux tests que l'on explicitera tout à l'heure sont d'abord l'échelon unité et le signal porte. Ce sera le paragraphe 2.2. Ensuite, l'impulsion de Dirac, qu'on verra au paragraphe 2.3. Et enfin, le signal sinusoïdal et l'exponentielle complexe qui lui est associée, qu'on verra au paragraphe 2.4. Ensuite, après les modèles de base de signaux à temps continu, on verra les caractéristiques énergétiques, on dit encore d'ordre 2, des signaux à temps continu. Et pour ça, on se limitera à définir les notions d'énergie et de puissance, ce sera fait au paragraphe 2.5, notion ensuite de rapport signal à bruit au paragraphe 2.6, et enfin le concept de corrélation, mais pour alléger le cours, on l'a reporté en annexe A4. Diapo, paragraphe 2.2, désormais, signaux échelon unité et porte. Et d'abord, le signal échelon unité. On dit aussi l'échelon de Heaviside. Et on le notera U de T, U comme unité. Ce signal U de T est un signal tel que U de T égale 1 pour T positif et U de T égale 0 pour T négatif. U de T modélise l'établissement quasi-instantané d'un régime constant. Et égal à 1, s'il n'est pas égal à 1, il suffit de multiplier U de T par la valeur V, par exemple. U de T est utilisé pour traduire la causalité. C'est-à-dire que si le signal X de T a pour support T allant de moins l'infini à plus l'infini, il suffit de le multiplier par U de T
et le signal obtenu, c'est-à-dire x de t, u de t, aura pour support t égale 0 jusqu'à plus l'infini. C'est un signal causal. Ensuite, la fonction porte, on dit aussi créneau, de largeur grand T. On la notera, cette fonction, rectangle d'indice grand T de petit t. Cette fonction rectangle d'indice grand T de petit t est définie par le fait qu'elle vaut 1 pour t compris entre moins grand T sur 2 et plus grand T sur 2 et 0 partout ailleurs. Elle est représentée ici et elle est utilisée en particulier pour exprimer un signal observé sur une durée t. C'est-à-dire si x de t est une fonction quelconque du temps définie de moins l'infini à plus l'infini, en multipliant x de t par rectangle d'indice grand T de petit t, on obtient le prélèvement pendant la durée grand T, centré autour de 0, du signal x de t. On appelle la fonction porte. Paragraphe 2.3, impulsion, ou plutôt distribution de Dirac. L'impulsion ou distribution de Dirac petit delta de t peut être définie comme une impulsion infiniment brève et de surface 1. Elle constitue la limite, lorsque tau tend vers 0, d'une impulsion I indice tau de t, représentée ici, impulsion de durée tau, donc qui va de moins tau sur 2 à plus tau sur 2, et d'amplitude 1 sur tau, telle que la surface située en dessous est dessinée ici en bleu, soit une surface unité. Delta t relève en fait de la théorie mathématique des distributions. Ce n'est pas une fonction au sens usuel et elle doit être manipulée avec précaution. On peut modéliser cette pseudo-fonction delta t en disant que delta t égale 0 pour t différent de 0 et somme de moins l'infini à plus l'infini de delta t dt égale 1. Ou encore, et on peut regarder le petit schéma qui est ici, somme de A à B, où A est négatif et B positif, de delta t dt égale 1, quel que soit A négatif et B positif. Disons maintenant un mot de k fois delta de t moins t0. C'est ce qu'on appelle une raie de valeur k, parce qu'il y a un coefficient multiplicateur k, en t égale t0, parce que delta de t moins t0, c'est un Dirac delta t, non plus localisé en t égale 0, comme celui-ci, mais localisé en t égale t0. Et ce Dirac est amplifié d'un rapport k. Ça représente un phénomène impulsionnel d'intensité k en t0. Paragraphe 2.4. Autre signal test, le signal sinusoïdal et sa représentation complexe. Un signal sinusoïdal réel pur de pulsation oméga s'écrit x de t égale grand A cosinus de oméga t plus phi. Grand A, qui est la valeur maximale prise par valeur absolue de x de t, est l'amplitude du signal sinusoïdal. Phi en est la phase et se mesure en radians. Oméga en est la pulsation et la fréquence et se mesure en radians par seconde. Et la fréquence, c'est petit f en hertz égale oméga sur 2pi. Quant à la période grand T, c'est 1 sur f et se mesure en secondes. Un signal sinusoïdal à valeur réelle est entièrement défini par la donnée des trois paramètres grand A, variable positive, phi,
qui est un paramètre compris entre moins pi et plus pi en radians, et f ou oméga, c'est-à-dire la fréquence en hertz ou la pulsation oméga en radians par seconde. On peut associer à toute sinusoïde réelle une représentation par un nombre complexe, par un signal complexe z de t, tel que x de t soit la partie réelle de sa représentation complexe z de t. Il est facile de voir que z de t, c'est grand A, l'amplitude, exponentielle, ou e puissance, j oméga t plus phi. Ou encore grand A e puissance j psi de t, où psi de t égale oméga t plus phi, et alors on a z de t égale grand A multiplié par, n'oublions pas que e puissance jx égale cosinus x plus j sinus x, donc grand A cosinus psi plus j sinus psi. Un petit dessin ici permet de montrer la représentation graphique de z par un point M d'affixe z dans le plan complexe où en horizontal on a la partie réelle de z, soit x l'abscisse de m de z, et en vertical la partie imaginaire de z, soit y, qui est l'ordonnée du point M. Et on peut donc regarder ce petit graphique soit en coordonnées cartésiennes, soit en coordonnées polaires. En coordonnées cartésiennes, on a z qui est égal à sa partie réelle plus j fois sa partie imaginaire, comme tout nombre complexe, et donc égal z à x de t plus j y de t, en appelant y de t l'ordonnée du point M. Et x de t, c'est a cosinus oméga t plus phi, alors que y de t, c'est a sinus oméga t plus phi. On a aussi, en introduisant z, pour avoir x de t, il faut, dans l'expression de z, éliminer la partie imaginaire. On a donc x de t égale 1 demi de z plus z conjugué. Et si on retranche z moins z conjugué, et si on multiplie par 1 demi de j, on obtient y de t. En coordonnées polaires, on écrirait z égale grand A e puissance j oméga t multiplié par e puissance j phi, et en posant petit a égale grand A e puissance j phi, on peut dire que z égale petit a e puissance j oméga t, ou encore grand A exponentielle ou e puissance j psi de t. Avec évidemment grand A, et ça se lit bien ici sur le graphique, égale module de z égale racine carrée de x2 plus y2 égale la valeur absolue de petit a, enfin le module de petit a. Psi égale l'argument de z ou encore arc tangente y sur x, et phi égale l'argument de petit a. Voilà la représentation complexe d'un signal sinusoïdal réel. Fin du cours 1, section 1 sur 3. Ceci termine le premier tiers, dit section 1, de ce cours numéro 1, qui correspond au chapitre 1 à 3, du traitement analogique du signal. Dans le cadre de l'introduction, chapitre 1, il resterait éventuellement à présenter le déroulement du cours de TAS. En fait, chacun pourra en prendre connaissance dans le support de cours, où ça se trouve juste après l'avant-propos. À présent, comme nous le ferons à la fin de chaque section, 5 à 10 minutes de pause pour les commentaires et les questions éventuelles.